Donc, on va vous présenter donc cette enquête qui a été faite dans le cadre du programme Grands enjeux contemporains. Ce ne sont pas seulement des conférences, c'est aussi un cours standard, classique, pour des étudiants de deuxième année, donc 1h30 par semaine toute l'année, en deuxième année. Et ça nous donnait en fait accès à un public qu'on avait envie de mieux connaître d'ailleurs. D'autant que dans ce cours, on suscite toute une participation, on leur demande des prises de position, de débattre sur un certain nombre de thèmes. Donc on avait envie d'aller plus loin dans la connaissance. Donc cette enquête a été menée il y a 3 ans. On considère que la sociologie et les aspirations de cette population n'ont pas substantiellement varié. On vous en dira d'ailleurs plus à ce sujet. Il y a une continuité quand même sur 2 ou 3 ans dans la physionomie des étudiants de Dauphine, même s'il y a quelques évolutions. Mais, donc on pense que on a constaté d'ailleurs par des entretiens, des enquêtes qu'on a faites par la suite qu'il y avait une persistance dans le temps. Donc l'enquête a été faite à la fois donc, par des sociologues et par une statisticienne mathématicienne. On voulait l'appeler avoir 20 ans quand Dauphine est dans la période de 50 ans. Bon, voilà, c'est un peu long, mais voilà, nous sommes dans cette période-là. Et par ailleurs, on a eu la chance de mettre la main sur une autre enquête qui a été faite en 1993, il y a donc 25 ans, par Jacqueline Palmade, avec différents collègues, dont Richard Soudet, que nous avons bien connu, sur les étudiants de Dauphine, une grande enquête. Et nous avons retravaillé aussi cette enquête, notamment le matériau qualitatif tout à fait important. Et c'était intéressant de voir aussi l'identité des Dauphinois dans la période des 25 ans de Dauphine. Donc j'en dirai quelques mots, même si le centre de notre présentation, c'est ce que nous avons trouvé en 2016. Autour d'ailleurs de cette enquête, on avait réalisé d'autres, je dirais, micro-enquêtes qui allaient un peu dans le même sens, mais dont on ne traitera pas ici, comme une enquête sur la confiance, une autre sur l'Europe. Bon, peut-être un dernier mot, je ne sais pas si Claudine, vous parlerez de l'enquête de Denis Biécharton. Un petit peu, oui. Juste pour l'évoquer. Bon, alors moi, je dis aussi que, et je terminerai là-dessus pour ma présentation, l'introduction que je fais, que nous avions contribué 3 ans auparavant ou 2 ans auparavant, fin 2013, à une autre étude qui avait été menée par Denis Biécharton, qui est professeur associé de marketing à Dauphine et qui dirige par ailleurs un centre d'observation de la déontologie publicitaire, qui est un routier, je dirais, des études sociologiques, et qui avait mené à la demande du CEVU une étude sur l'identité des étudiants de Dauphine. Et à l'époque, on avait collaboré avec lui, on avait en quelque sorte passer un accord au terme duquel on ferait passer son enquête dans toute notre cohorte de deuxième année, l'enquête s'adressant par ailleurs un peu à la cantonade, à tout Dauphine, de la L1 au doctorat. Mais nous, on avait dit on pourra vous faire passer votre questionnaire dans toute notre cohorte, mais en même temps, on pourrait peut-être discuter de certaines questions, introduire des items ou des variables, ce qu'on a pu faire. Et donc, on s'est situé aussi en référence à ce travail-là, qui, lui, visait plutôt à présenter, comme le disait Claudine, l'ADN de Dauphine, notre projet étant différent, puisqu'on s'est intéressé à la fois à la sociologie de la population et puis à ses valeurs. Bon, voilà, je m'arrête là pour laisser la parole à Claudine. Je réinterviendrai par la suite. Merci. Et donc, oui, merci bien. Alors, voilà, cette enquête a été initiée sous l'impulsion de Pierre Maclouf. On l'a intitulée Génération. Donc, on voulait donner une image plus complète de la génération des jeunes dauphinois, donc dépourvue de ce qu'on appelait un biais,
qui marquait l'enquête Biet-Charton. Et elle se trouvait, comme l'a dit Pierre, en adéquation avec nombre des thèmes abordés dans le cours de GEC, comme l'université, la religion, le capital humain, la famille, le capital social, le travail, l'entreprise, les inégalités, les rapports entre générations et la notion même de génération. Donc ce sont tous des thèmes étudiés dans le cours de GEC, et donc recouper notre enquête avec les thèmes étudiés en GEC était particulièrement pertinent. Voilà, donc comme l'a dit Pierre, cette enquête s'inscrit dans une ligne d'enquête, donc je ne reviens pas dessus. Quoique, en fait, l'enquête Madame Palmade en 1993, son but était un peu différent, c'était comparer l'inscription des étudiants de Dauphine et de Vincennes dans leur environnement universitaire et citadin, dans la ville. Voilà, et c'était basé sur des entretiens et pas sur une enquête en nombre. Il y a une enquête en nombre aussi, désolé, excusez-moi. Voilà, l'enquête Biet-Charton, voilà, on en a parlé. Il y avait l'enquête Chevalier qui était sur les pratiques culturelles des étudiants de Dauphine. Et puis l'enquête qu'on a menée, donc qu'on a appelée enquête Génération, a été suivie d'une série d'entretiens menés par les M2 du développement durable sur des thèmes, enfin qui recoupaient des thèmes de notre enquête. Donc je vais parler de la méthodologie plutôt. Donc alors, la méthodologie d'enquête, donc j'ai eu l'occasion aussi de faire des sciences de l'éducation au passage. Et donc, j'ai aussi voilà, une certaine éthique, on va dire, des enquêtes. Donc, les objectifs visés, c'était d'une part l'identité des étudiants de Dauphine, mais donc sans a priori, on va dire. Et puis, l'orientation des étudiants vis-à-vis d'un certain nombre d'enjeux contemporains, puisque ça rentrait dans le cadre de notre enseignement de GEC, et en particulier sur les valeurs qui sont les leurs à propos de problèmes constitutifs du monde d'aujourd'hui. Donc, c'était vouloir atteindre, à travers la connaissance acquise par l'enquête, interroger ce qui constitue une génération. Comment elle se constitue dans ses rapports entre valeurs et pratiques. Voilà. Alors, la méthodologie proprement dite, donc le questionnaire a été élaboré par nous trois, voilà, a été testé sur une petite poignée d'étudiants avant d'être mis en ligne. On l'a saisi sur Lime Survey, donc un outil mis à disposition sur MyCourse de tout un chacun, toutes les personnes qui veulent l'utiliser. Et avec l'aide du CIP, donc à l'époque Marie Valentin qui était ingénieure au CIP, et un étudiant stagiaire, Vladimir Oustinov, voilà, on a saisi notre questionnaire sur Lime Survey. Ce questionnaire comporte toujours, enfin on a les réponses maintenant, donc il était constitué de 69 questions regroupées en 8 thèmes. Dauphine et la sélection, la citoyenneté, les valeurs. Donc les valeurs, ça commence par, comme on va le voir tout à l'heure, une enquête qu'on a reproduite qui avait été donnée aux États-Unis par le Pew Center. Sur le travail, la relation avec les autres générations, donc pour cerner la génération des L2 LSO, la famille, le futur et l'environnement. Et puis à la fin, bien sûr, des éléments d'identification, et c'est par là qu'on commencera par présenter certains résultats. La passation a été faite de manière assez rigoureuse, en séance de cours de GEC, dans la première quinzaine d'avril, donc en dehors de toute période de contrôle. Et la passation durait environ 20 minutes au maximum. Voilà. L'accès au questionnaire a été ouvert pendant 15 jours. Donc 2 cours de GEC possibles, a été soumis aux étudiants. Voilà, donc comme j'ai dit pendant un cours, ils pouvaient répondre soit sur leur ordinateur perso, soit sur le téléphone. Donc sur l'ensemble de la promotion des L2 LSO, on a obtenu 566 réponses exploitables. Voilà, et la promotion, c'est à peu près 650 étudiants, je crois que c'est à peu près ça. Il y a toujours quelques absents, et puis ça veut dire qu'il y a 1 ou 2 groupes qui ne l'ont pas fait passer. Voilà, l'exploitation, donc vous allez voir avec la complexité de certaines questions. Pour l'instant, on n'a pas terminé l'exploitation, mais on va voir quelques résultats. On a en partie, donc il reste encore pas mal de choses à faire. Et on a fait surtout de ce qu'on appelle des tri à plat qui sont faits voilà, par l'outil Lime Survey. Et on a fait des filtres, donc ce qui permet de croiser certaines questions avec des variables qu'on pense avoir une importance dans les choix opérés par les étudiants. Donc ça, ce sera Marc qui va le présenter. Donc on peut commencer par voilà, une présentation de ce que j'ai appelé identité des L2 LSO. Donc comme tu peux passer les...
Voilà, ça tourne. Ah, attention, voilà. Alors, il y a juste 3 parties pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Claudine. Une partie consacrée à l'identité des L2 LSO, qu'elle va vous présenter. Une partie consacrée aux valeurs. Une sur les générations, au pluriel, le rapport de la génération finalement avec elle-même et avec les autres générations. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là. Alors, identité des L2. Donc, comme chacun sait, on a à peu près 2 tiers de filles, 1 tiers de garçons. Donc, ça se vérifie. Donc, l'intérêt des camemberts, c'est qu'on a une image assez rapidement de ce qui se passe. On n'a même pas besoin de lire les chiffres. Donc, on voulait voir un petit peu quel était l'impact des étudiants venus de province, que j'ai appelé région ici, parce qu'apparemment, c'est quand même plus politiquement correct d'appeler ça région. Donc, lieu du bac, ça permettait de distinguer. Donc, on voit que 2 tiers d'étudiants viennent de Paris ou Île-de-France. On a appelé ça Paris, hein. Voilà, l'établissement, donc on sait qu'il y a pas mal d'étudiants venant du privé. Donc effectivement, c'est 40%. Donc est-ce qu'il y a donc tout ça, ça va être des variables qui vont être interrogées comme justement déterminant ou distinguant, permettant de faire intervenir des distinctions au sein des réponses des étudiants. Milieu social. Donc j'ai regroupé là aisé ou très aisé, 73%. Donc ça, c'est autodéclaré, hein, donc c'est contrôlé, c'est-à-dire on est à peu près sur des réponses qu'ils mettent, mais c'est pas toujours évident, par exemple, de se déclarer défavorisé. Hein. On voit qu'il n'y a que 2% de réponses. Même si c'est anonyme, mais voilà, parce qu'en fait, chaque enseignant a pu vérifier la passation et même interagir un petit peu avec les étudiants s'ils pouvaient poser des questions. Donc ils ont été de bonnes composition, on peut dire, durant la passation. Mais effectivement, c'est pas facile de se déclarer défavorisé. Donc voilà, bon, c'est juste un petit commentaire. C'est du ressenti. C'est du ressenti, comme moyen ou modeste. Voilà, je ne sais pas quelle est la distinction entre moyen et modeste. Je pense que ce n'est pas la même catégorie. Et c'est pour ça que dans les présentations des résultats, j'ai regroupé aisé et très aisé. Ce n'est pas non plus très facile de savoir si on est aisé ou très aisé, c'est un peu relatif. Voilà, on les a interrogés pour savoir le nom de famille, ce qu'ils en pensaient. Donc, est-ce juste un numéro, enfin un matricule, ou est-ce plus significatif? Donc, ils sont quand même 60% à déclarer que le nom de famille importe. Moi qui suis une vieille dame, hein, je sais que dans mes groupes, l'évolution des noms de famille a été relativement marquante. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où les noms étaient, voilà, nom et prénom étaient très français, il y a très longtemps de ça. Et là, c'est beaucoup plus mélangé. Voilà, niveau d'études. Alors, on a interrogé le niveau d'études. Donc, c'est intéressant de séparer des parents bien sûr. Hein. Donc, c'était intéressant de séparer hommes et femmes. Donc, on a demandé explicitement du père, de la mère. Et on voit que, effectivement, si on regroupe Bac+5 et grandes écoles, on a 58% pour les hommes et on a 54% pour les femmes. Donc, on n'a pas pour l'instant mixé les deux, regardez père et mère, mais peut-être qu'on va le faire après. Et dans un premier temps, on avait distingué grande école et Bac+5. Et on voit que quand même, il y a plus d'hommes qui ont fait des grandes écoles et il y a la même proportion à peu près d'hommes et de femmes qui ont fait, de mère et de père, qui ont fait Bac+5. Donc, un peu moins de grandes écoles et un peu plus de Bac+2 chez les femmes. Donc voilà, les petits bâtons donnent une image de tout ça. Couleur politique, alors on a... Oui. Pour dire que couleur politique, c'était une variable qui n'avait pas été introduite de manière délibérée dans les enquêtes précédentes, notamment l'enquête Bien-Charton, et que les auteurs ne voulaient pas introduire cette variable, nous on l'a introduit. Merci. Donc voilà, on a posé cette question, bien à gauche, à droite, bien à droite, et gauche et droite n'ont plus de sens, ou non-réponse, on peut dire comme ça, sans intérêt, ce qui est un peu plus fort que non-réponse. Et donc, il y a 2 versions dans ce tableau. Une où on regroupe bien à gauche et à gauche. Et voilà. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que sur le deuxième graphique, couleur politique, on a 35% des étudiants qui disent que ces 2 catégories n'ont plus de sens. Très annonciateur des résultats de M. Macron, du président Macron. Voilà. Sur le salaire mensuel net après le diplôme, 3 ans après le diplôme, alors là, ils sont gentils. Si on compare leurs vœux avec les salaires des maîtres de conf,
Ça laisse rêver. Donc, ils estiment à 58% être dans la tranche 3 000 4 000. C'était précisé salaire mensuel net. Hein. Donc, voilà. Sur l'aisance future, est-ce que... Bon, alors là, c'est du 50-50. Donc, en fait, pour nous, c'est, comme disent les Normands, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est un peu... bon, ils ne savent pas quoi répondre, donc ils se partagent à égalité. Une question très intéressante, 2 questions pour finir, très intéressantes sur comment ils voient Dauphine. Donc, sur la sélection, ils disent à 80%, il faut maintenir la sélection. Donc, on verra si les fameuses variables donc, sociales ou politiques font varier cette proportion. Et après, on les compare, enfin, on leur demande comment ils estiment Dauphine par rapport à des écoles fameuses et célèbres. Donc, Sciences Po, à 69%, ils estiment que Dauphine est meilleur que Sciences Po. Et à 52% que Dauphine est mieux que HEC ou l'une des top 6. Voilà pour la présentation de l'identité des étudiants. Et donc, on peut passer à la 2e série. Si je me fatigue, je ferai appel à Marc. Hein. Alors, pour vous dire... Alors, donc, l'idée, c'est de regarder les valeurs. Donc, c'est toujours du tri à plat, comme on dit en statistique. Enfin, mes compétences en statistique n'ont pas été trop mal mises à l'épreuve, là. Alors, une question délicate. Donc, on voulait reprendre la question du Pew Center, un think tank américain, qui avait enquêté auprès des millennials. Hein. Donc, les adultes entrés dans l'âge adulte, les individus entrés dans l'âge adulte après 2000. Donc, il y a un tas de questions et on leur demandait de choisir pour chaque élément la bonne réponse. Donc, en fait, on n'arrive pas à croiser les questions, c'est assez difficile. Enfin, c'est même quasiment impossible. Il faudrait regarder autrement qu'avec l'outil Lime Survey. Donc, ce qu'on envisage, mais on ne l'a pas fait pour l'instant. Et donc, j'ai fait une erreur dans le dépouillement, mais vous allez voir que c'est quand même intéressant dans le rapport. Donc, être un bon parent, c'est ce qui vient en premier. Et donc, c'est leur premier choix. 81% des étudiants disent que la chose la plus importante, une des choses les plus importantes, donc il fallait qu'ils les classent dans le bon ordre. Donc, en tout cas, donc à 80%, ça vient en premier, être un bon parent. Et après, avoir un mariage ou une vie de couple réussie, 75%. En 3e, normalement, j'aurais dû mettre autre chose que ce que j'ai mis là. Voilà, en 3e item gagnant, c'était avoir du temps pour passer du temps, relax, ou faire d'autres choses que du travail. Et en fait, je me suis trompée, j'ai dit avoir son nom en haut de l'affiche, donc avoir une carrière réussie. J'y tenais, je voulais avoir le résultat. Bon, ils ne sont que 50%, 53% à avoir dit que c'était une des choses les plus importantes. Donc après, on a posé une question sur les écarts salariaux. Est-ce qu'il faut limiter les... C'est une des questions qu'on étudie, par exemple, dans le cours. Est-ce que c'est injuste ou est-ce que c'est juste d'avoir des écarts salariaux? Et donc, ça fait partie des thèmes étudiés dans GEC. Donc, ils disent qu'il faut limiter les écarts salariaux avec 56% d'entre eux. Et sur la consommation, et donc, est-ce qu'ils sont formatés pour consommer ou est-ce que la consommation, c'est la vie? Ce que moi, j'ai entendu dans un magasin, j'étais choquée. C'est pas ma génération, pour dire la vérité. Donc, ils sont 84% à dire qu'ils sont formatés pour consommer. Donc, dans les valeurs, donc Pierre n'a pas défini les valeurs, mais moi, j'ai... Voilà, je pense qu'il va le définir après. Donc, ça fait partie des valeurs reconnues en sociologie, donc dont on verra la définition. La famille. Donc, la famille, on n'a pas retenu toutes les questions, hein, sinon on n'y était pas. Donc, pour savoir et tester la continuité ou la rupture avec les générations précédentes. Et donc, on leur a posé la question de savoir s'ils élèveraient leurs enfants de la même manière ou de façon plus permissive ou avec plus d'autorité que leurs parents. Et à 80%, ils disent comme leurs parents. C'est bien, voilà. Sur l'autorité, donc est-ce qu'il y a une perte d'autorité? Donc, ils ont des jugements nuancés. Donc, ils disent que trop d'adultes ont peur de l'exercer à 50%. Et que les jeunes ne veulent pas être dirigés à 45%. Voilà, une valeur importante, le travail. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur le travail? Cela ne marche que si l'on s'engage à 83%. Donc, des étudiants engagés. On rappelle qu'il y a 60% de filles. Je rajoute que la question a été condensée, là. C'était, ça ne marche que si l'on s'engage, y compris en y passant plus de temps. Oui. Bon. Pour le tableau, c'était plus facile de
coupé, voilà. Et donc, ils sont 83%. Et sur la mobilité dans l'emploi, est-ce qu'ils ont envie de mobilité ou est-ce qu'ils préfèrent la stabilité? Donc, à 50, c'est un peu moitié-moitié, voilà. Pardon? Il y a un petit écart de 8%. Voilà. Sur l'environnement, est-ce qu'ils sont sensibles à l'environnement? Donc, c'est quand même des jeunes qu'on sensibilise à l'environnement depuis la classe primaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui est le plus important? Protéger l'environnement, c'est... Donc, il y a 2 classements. Alors, il fallait qu'ils classent. Il y avait un certain nombre d'items dans la réponse, d'items possibles. Il y avait ma santé, la qualité de mon air, de mon eau et de ce que je mange, dans l'ordre proposé, les paysages que j'aime, certaines espèces animales à protéger et la planète. Et il fallait qu'ils donnent un ordre de préférence. Et dans la question, j'ai remarqué quand même que c'était marqué « Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 4 et veuillez cocher au plus 2 éléments, ce qui me semble quand même a posteriori un peu contradictoire. » Ça fait partie des difficultés de dépouillement de l'enquête. Donc j'ai présenté les 2 classements, donc classés en 1, donc dans l'ordre qu'ils présentent. Hein, la planète, 48%, ensuite ma santé. Dans le classement 2, donc ma santé en 1, puisque c'est un peu logique, puisque c'est classement 2, ça veut dire que ça arrive d'abord en 2. Donc ma santé, la qualité de l'air, de l'eau, etc. Donc c'est pas que ma santé. Et il y avait aussi de ce que je mange, hein, que j'ai coupé pour les besoins du tableau. 37%, la planète 30%, ça vient en 3. Est-ce qu'ils font pour autant des petits gestes environnementaux? Donc là, la question était un peu plus complète. Donc c'était dans votre quotidien, faites-vous des petits gestes? Donc c'était chez moi et à la fac aussi. Je fais attention au tri. J'essaye de ne pas consommer trop de courant d'eau ou d'eau, pardon. Je le fais surtout chez moi. Je m'en préoccupe peu et je ne me préoccupe pas. Ce sont des gadgets, ça ne change rien aux problèmes. Et donc, ils ont quand même dit, chez moi et à la fac, à 53%, ce qui n'est pas énorme, voilà. Surtout chez moi, 25%. Et donc, pour finir, tu veux prendre la parole, Marc? Un autre son de voix. Oui, je veux bien, c'est bon. Alors, pour le 3e aspect, les générations. Donc là, on a parlé, le but, c'est qu'ils se définissent eux-mêmes dans la génération. Donc là, il devait aussi classer un certain nombre de réponses. Et ce qui vient en premier, c'est un étudiant, avec 28%, et human being. Alors on l'a mis en anglais, c'était volontaire d'ailleurs, je ne sais plus pour quelle raison. Pierre? Parce que ça parlait plus. Ça parlait plus. Ça leur parlait plus. Voilà, peut-être que ça... Et on voit après l'identification au niveau du genre, ce qui est intéressant aussi. 2e classement, c'était un étudiant. Hein, donc c'est l'étudiant qui apparaît quand même, c'est leur statut finalement actuel qui les définit. Une question, se considère-t-il comme une génération? Oui, à 67%. Alors on avait posé, si oui, donner une identité de génération. Et là on a une question avec des modalités ouvertes et un certain nombre de réponses qui ne sont pas présentées ici. La question maintenant des relations avec les autres générations. Alors je l'aborderai dans quelques minutes justement pour voir un petit peu comment ils perçoivent la génération qui les précède et une génération aussi qui est en proie à des difficultés, on va dire, socio-économiques d'intégration sociale. Alors tout d'abord, les seniors, un plan social évince des plus âgés, une expérience s'en va, donc c'est le regret finalement de la génération qui part, et tant mieux, c'est une opportunité pour finalement les jeunes, la suite, à 39%. Donc retenez bien 6-4 pour la proportion tout à l'heure, vous allez voir que ça peut varier selon les filtres que je vais présenter dans quelques minutes. Les 12-15 ans aujourd'hui. Alors là, c'est les petits frères ou les petites sœurs ou ceux qui appartiennent à cette classe d'âge. Au niveau, donc là, ils devaient choisir 2 éléments maximum. Et ce qui atterrit dans le premier classement, vous le voyez là, ils abusent des nouvelles technologies à 34%. Alors, pas eux, hein, mais les autres, oui, ceux qui suivent. Et en 2e classement, alors ce sont aussi nos petits frères et sœurs, donc il y a peut-être le sentiment d'appartenance familiale qui ressort ici, et aussi la nécessité qu'ils devraient être peut-être mieux cadrés, et c'est surtout en fait peut-être la nature de l'usage qui apparaît de ces technologies. Jeunes et différents, alors là la question était tournée de façon un peu moins politiquement correcte, là c'est politiquement correct, c'était les racailles en fait.
Alors vous savez que c'est dans le langage politique, sans aucune couleur politique, hein, mais langage aussi de jeunes. Et on va voir justement, ils ont eu moins de chance, 39%. Il faut mettre plus de moyens pour eux, 36%. Et là, ce qui est intéressant, retenez bien aussi, ça va pas mal varier selon certains filtres, où on va voir que ils ne sont pas unanimes sur s'il faut mettre plus de moyens et sur leur degré de chance ou de malchance. Donc, du même coup, c'est terminé pour cet avant-goût des aperçus. Donc vous imaginez, sur 69 questions, on pourrait vous tenir une journée entière, mais on ne va pas vous infliger ceci. Alors, l'explication ici de ces filtres... Alors, il faut que je redémarre le PowerPoint à partir... Juste un instant, que j'y revienne pour vous les présenter. Voilà. Donc là, vous voyez, premier filtre, un grand classique, le sexe, garçon-fille. Alors vous allez voir comment il va jouer. Bon, pas beaucoup justement, et c'est ça qui est intéressant dans cette enquête. Deuxième filtre, l'origine géographique, Paris et Île-de-France, et la province, que région a appelé ma collègue. Là aussi, vous allez voir que ça joue, plus que fille-garçon, curieusement. Troisième filtre retenu, l'appartenance politique, droite-gauche. Alors on a agrégé les catégories. On avait bien à droite, à gauche, plutôt à gauche. Bon. Voilà. En sachant que les extrêmes sont résiduels, quoi. Il y a un peu plus d'extrême gauche que d'extrême droite à Dauphine. Voilà, pour vous donner. C'est résiduel. Hein. Donc on a plutôt, vous verrez les résultats, droite-gauche. Ensuite, on a le lycée d'origine, privé-public. Là aussi, facteur finalement de distinction dans les choix d'orientation des valeurs, notamment, dans plusieurs reprises. La religion. On a posé cette question. Aucune religion, christianisme et islam. Alors, il y avait autre. Oui, judaïsme qu'on n'a pas traité. Mais ce qui était très intéressant, c'est notamment ce filtre, et vous allez voir un peu dans le rapport aux valeurs comment il est opérant. Le capital économique, alors moyen modeste, très aisé, ce que ma collègue Claudine vous a précisé tout à l'heure. On a fait un recodage, alors c'est moyen modeste défavorisé, mais défavorisé c'est une infime proportion, mais ils sont dans moyen modeste. Hein. Et très aisé qui représente la majeure partie, les 3/4 de l'effectif de la cohorte. Et là, un filtre un peu plus complexe, plus consistant, capital économique et capital culturel. Donc là, on a en fait utilisé le niveau d'études des parents, maximum bac pour tous les deux, bac plus 5 et plus pour tous les deux, et très aisé avec le capital économique, et moyen modeste. Donc là, on a un filtre qui agit sur l'aspect revenu et sur l'aspect capital culturel détenu via le niveau d'études des parents. Et là aussi, on a un filtre qui va agir sur les représentations. Alors, le premier, quelques filtres, alors je vous les présente juste et après on va entrer dedans. Dauphine, ouverture au maintien de la sélection. Le travail, contrainte et engagement. Donc ces questions-là, Claudine vous les a présentées juste avant. Les adultes et la famille, l'éducation. Une éducation plus rigoureuse, identique, ou alors au contraire plus permissive. Là aussi, vous allez voir des résultats. Les seniors, la génération qui part. Est-ce que c'est finalement malheureux pour eux ou une chance pour les plus jeunes? Et donc les racailles, les jeunes, on va dire, qui sont en proie à des difficultés d'insertion sociale. Alors du coup, je vais ouvrir chacun des filtres pour vous les présenter. Alors là, ouverture, on maintient la sélection. Vous l'avez vu, 99, donc 80-20. Hein. Il faut maintenir une sélection rigoureuse. Alors j'ai noté notamment en rouge quand ils sont pour davantage de sélection. Il faut rendre Dauphine, il faut la maintenir cette sélection. 88,69%. Ça fait quasiment 9 sur 10. Et pas 8 sur 10. Appartenance politique. À droite, 92,89%. Donc là, on est encore plus sur renforcer cette sélection. Ceux qui s'identifient à gauche sont plutôt pour il faut ouvrir davantage Dauphine à 30%. Et pour le maintien de la sélection, plus qu'à 7 sur 10 et pas entre 9 et 9,5 sur 10. Ce qui fait quand même un écart conséquent. Le lycée d'origine, lycée privé, 85%, il faut maintenir une sélection, 78% pour le lycée public. Alors le filtre par exemple garçon-fille n'apparaît pas parce qu'il n'est pas opérant. Ça veut dire qu'on a exactement 81-19. Donc là ça ne joue pas. Le filtre religion, alors là c'est intéressant.
Aucune religion, il faut maintenir une sélection, donc là on a en gros 5 points d'écart. Christianisme, il faut maintenir une sélection rigoureuse, 86,43. Et très intéressant, islam, il faut maintenir une sélection rigoureuse, plus que 7 sur 10. Vous voyez des écarts quand même qui sont à plus de 22 points sur certaines réponses. Donc c'est une des questions sur lesquelles ça apparaît le plus nettement. Maintenant, sur le capital économique et le capital culturel combiné, il faut maintenir une sélection rigoureuse, plus qu'à 68%. Vous voyez, moyen modeste avec les parents qui ont maximum le bac. Ce sont des étudiants qui sont pour une ouverture finalement plus accrue de Dauphine. Bien sûr, pour ceux qui sont plus aisés, c'est plutôt le maintien, le statu quo. Pour le capital économique, maintenant, donc là c'est que l'aspect auto-déclaré du rapport à l'argent, il faut maintenir une sélection rigoureuse, 73%, et 83, donc 10 points de plus pour ceux qui sont très aisés. Ça c'est pour la première question filtrée. Maintenant, le travail, contrainte et engagement. Donc, il faut le moins de contraintes possible. Ça ne marche que si on s'engage, quitte à y passer plus de temps. C'est un petit peu l'engagement et le sacrifice, quoi. 83, 17. Donc là, ils sont quand même majoritaires à l'engagement et à la contrainte de temps qui serait prise par celle-ci. Alors là encore, pas de garçons-filles, pas parce que je les ai oubliés, mais parce que ça n'agit pas dans la répartition de la réponse, en fait. Origine géographique, pour la province, 90% qui sont favorables à un engagement avec le temps qui va avec, et 79% pour Paris, Île-de-France. À droite aussi, davantage d'engagement, 86,29 et 81 à gauche. Pour le filtre religion, christianisme, là 88,57% d'engagement, contre 76% pour ceux qui se déclarent sans religion, et 72,92 pour ceux qui sont de confession musulmane. Donc là, on a quand même un écart de 16 ou 17 points. Encore, le filtre religieux intervient beaucoup dans les représentations finalement de la vie sociale. Le capital économique, alors là, on n'avait pas retenu capital économique et capital culturel parce que ce n'était pas significatif. Très aisé, 84%, et 78% pour ceux qui sont moyens modestes. Maintenant, le troisième, les adultes et la famille, l'éducation. Vous avez des commentaires à faire, par exemple, province, comment vous expliquez Paris, province, que province soit là-bas plus haute, il y a une explication à donner? Peut-être déjà l'effort qu'il a fait pour venir jusqu'ici. On peut penser aussi à ça. On sent que ça coûte dans les trajectoires de mobilité, d'un point de vue économique ou d'un point de vue familial, et qu'il y a peut-être une volonté justement d'ascension sociale qui est peut-être plus marquée, plus volontaire finalement ou plus affichée. Ce serait une piste d'analyse. Les adultes et la famille, l'éducation. Alors là, éducation avec plus de permissivité que vos parents, donc c'est en bleu. En rouge, avec plus d'autorité. Il faut être plus ferme en fait. 7%, on voit qu'ils sont quand même pas très favorables à ceci. Et de la même manière que vos parents. Donc le conformisme, c'est 80% en fait. On va faire à l'identique. Juste un mot pour dire que cette donnée, enfin ce tableau-là corrobore un autre résultat qui est issu d'une enquête faite en Allemagne, qui est une enquête récurrente faite tous les 3 ans par la Fondation Shell. En fait, soutenue par la Fondation Shell, mais réalisée par des équipes universitaires tout à fait indépendantes, qui s'appelle la Shell Jugendstudie, l'étude Shell sur les jeunes, qui existe depuis 1953, donc ça fait maintenant 60 ans, donc on a vraiment des séries, c'est très intéressant. Et quand on prend les dernières, effectivement, on trouve absolument le même résultat. Alors ce n'est pas les mêmes âges, il y a des jeunes Allemands âgés de 12 à 25 ans. Mais quand on leur demande comment est-ce qu'ils voudraient être éduqués, ils sont à peu près les 3/4 à dire qu'ils voudraient l'être de la même manière qu'ils l'ont été. Et sur ce point, moi j'avais noté, je complète juste ce que tu as dit, que en fait, les chrétiens sont, entre guillemets, sont plus continuistes que les musulmans. Les doubles plus, c'est-à-dire qui ont les parents avec un milieu aisé et un fort capital culturel, sont également beaucoup plus continuistes que les doubles moins. La droite plus que la gauche, et ceux qui viennent d'un lycée privé plus que ceux qui viennent d'un lycée public.
Donc voilà, donc ces gens-là insistent plus sur l'idée de reproduire l'éducation. Alors il y a une chose intéressante, et je redonne la parole à Marc là-dessus, c'est que oui, il y a un gros écart entre les gens qui se disent là-dessus chrétiens et musulmans. Quand on demande aux gens qui se déclarent comme étant proches, enfin, affinité chrétienne, hein, c'était ça, c'est pas la pratique, hein, c'est l'affinité. On leur demande comment ils voudraient être élevés. Ils sont 85% à dire qu'ils voudraient l'être comme ils l'ont été par leurs parents. Et quand on demande à ceux qui se déclarent musulmans, là aussi entre guillemets, ils sont plus que 58%. Donc c'est un très gros écart. Je crois que tu as tout dit, hein, ça a bien résumé. Donc là encore, vous voyez le poids de ce filtre religieux sur la question de l'autorité, hein, liée à l'éducation. Là aussi, on retrouve une différence privée-publique, 82% de la même manière, donc un conformisme un peu plus accru et une volonté d'une plus grande permissivité pour ceux qui sont originaires d'un lycée public, du moins dans la façon dont ils se projettent. À gauche et à droite, encore le filtre politique qui réapparaît, avec 7 points d'écart, de la même manière 83 à droite, et à gauche 76, donc un peu plus de permissivité que les parents dans la volonté d'éduquer leurs enfants. Toujours intéressant, des questions de projection. Alors la sociologie ne fait pas des prédictions, hein, mais elle va amener finalement à vérifier comment l'individu va se projeter. Et ça aussi, c'est intéressant d'avoir des questions de projection. Là aussi, le filtre capital économique et capital culturel, moyen modeste, parents maximum bac, là on voit que plus d'autorité que vos parents, 20. Alors je ne sais pas si vous avez retenu, c'est l'heure du midi, un peu compliqué d'écouter longtemps, et c'est 7%. Donc là on a 20%, plus d'autorité. Donc ceux qui sont dans une situation socio-économiquement, on va dire, moyenne, voire peu favorable, avec des parents peu diplômés au regard, bien sûr, des parents d'étudiants dauphinois. Ça, c'est important de le resituer. On voit bien que là, ici, il y a une volonté d'instituer peut-être un peu plus d'autorité ou de suivi. Après, il faudra savoir le sens de l'autorité qu'ils mettent derrière, là-dedans. Voilà, je m'arrête là-dessus. Et pour très aisé, de la même manière que vos parents, quand on retient que le capital économique, à la volonté peut-être de transmission, de reproduction d'un système éducatif. Et de la même manière que vos parents, 68%, donc un moindre conformisme, dans les milieux moyens modestes. Peut-être que les parents musulmans éduquent de manière quand même plus stricte leurs enfants qui, par réaction, veulent un peu ouvrir le soupape de sécurité. Voilà. Oui. Tandis que les parents chrétiens, certes, assez autoritaires, mais pas tant, et donc ça permet aux enfants, de ne pas revendiquer autant que les enfants musulmans. Il y a certainement un vécu éducatif qui fait que l'individu va vouloir soit reproduire, soit réfléchir pour ne pas reproduire, effectivement, et s'en distancier. En plus, il y a toujours le fond qu'il y a 2 tiers de filles, 1 tiers de garçons. Je pense que l'éducation n'est pas la même. Oui. Pour les filles et les garçons dans le milieu musulman. Oui, tout à fait. Alors, nos seniors, maintenant. Vous êtes dans une entreprise et il y a un plan social pour le départ des seniors. Vous vous dites tant mieux, de plus jeunes auront leur place, 39,05. C'est dommage, il y a une expérience qui s'en va, 60,95. Alors là, garçon-fille, il y a un petit écart de 4 points. C'est dommage, il y a une expérience qui s'en va. Les filles regrettent un peu plus que les garçons le départ des seniors. Le filtre origine géographique, là aussi, le poids de l'expérience est plus peut-être apprécié chez ceux de Paris-Île-de-France que chez les provinciaux. Tant mieux, de plus jeunes auront leur place, c'est un peu plus élevé, sans que ce soit non plus très, très marqué. Moyen modeste et très aisé, là sur le capital économique, on a 5 points d'écart sur le regret de l'expérience qui s'en va parmi ceux qui sont les plus aisés. Et pour l'autre filtre, c'était pas significatif. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, je disais juste que les plus aisés sont moins agistes, si on peut dire, que les modestes. Hein. Alors, juste un mot, là, je complète sur les seniors. Il y avait une autre question où on leur demandait de qui est-ce qu'ils pensaient avoir à apprendre de plus. Est-ce que c'est des trentenaires, des cadras et des quinquas
Non, on avait dit les trentenaires et les cadras, les quinquas ou les seniors, donc 60 ans, 70 ans et plus. Bon. Alors, en fait, là, il y avait en gros 3 tiers. Ça serait, quand on prend la cohorte dans son ensemble, avec un léger écart vers le bas pour les seniors. Hein. C'est-à-dire que les seniors, c'est un petit peu moins, mais en gros, c'était 3 tiers à 2 ou 3 points près. Par contre, quand on met le filtre religieux, on voit que les musulmans, alors encore une fois, entre guillemets, hein, ce sont des affinités, sont plus orientés vers les seniors. Eux, ils étaient 40% à dire c'est des seniors qu'on a le plus à apprendre, alors que dans les 2 autres, sans religion et chrétiens, ils étaient que 28%. Donc un gros écart. Donc j'avais dit, moi, les musulmans sont plus orientés vers les seniors, et les chrétiens et les sans religion vers les quinquas. Voilà, ils étaient 38% à dire que c'était les quinquas, et 23% seulement pour les musulmans. Bon. Donc là aussi, il y a un très gros écart lié à l'orientation affinitaire. Merci. Alors les racailles, on parle parfois des racailles, ce sont des jeunes comme nous, mais ils ont eu moins de chance, 38,87. On n'a rien à voir avec eux, mis à distance, hein, finalement, 7,24 seulement. Il faut que la collectivité mette plus de moyens pour eux, 35,87. On ne peut les laisser faire, ils sont responsables. Alors on va surtout s'intéresser à, ce sont des jeunes comme nous, mais ils ont eu moins de chance. Et il faut que la collectivité mette plus de moyens pour eux. Et c'est là où il y a des variations intéressantes. Donc là, pour le filtre sexe, ce sont des jeunes comme nous, mais ils ont eu moins de chance, 36-32. Donc là, on est à peu près pareil. Hein. 40% chez les filles qui sont un peu plus sensibles socialement, finalement, aux personnes qui sont dans la difficulté. Hein, c'est pas surprenant. Hein. Et aussi, il faut que la collectivité mette plus de moyens pour eux, 38 contre 30. Là aussi, pour ça qu'on a beaucoup de femmes dans le métier du social, hein, c'est pas un hasard, on peut justement voir ce type de sensibilité sociale, finalement, la question sociale. Filtre origine géographique, donc là, ici aussi, il y a des écarts. Donc pour Paris-Île-de-France, ce sont des jeunes comme nous, mais ils ont eu moins de chance, 40. Les provinciaux sont un peu plus durs, 34%. Mais en même temps, ils considèrent que la collectivité doit mettre plus de moyens pour eux, 39,29 contre 34. Donc il faut quand même les aider un peu plus que ce que les autres pensent. Pour l'appartenance politique, bon là aussi vous en doutez, il y a un furieux écart, je dirais. 46,38% à gauche, où il faut que la collectivité fasse plus, et 22%, où il faut que la collectivité mette plus de moyens pour eux. Donc là on a quand même, c'est intéressant, parce que tout à l'heure on a vu ces catégories méritent d'être dépassées, gauche-droite, vous avez peut-être retenu, c'est encore en mémoire. Et du coup, et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit finalement que l'appartenance gauche-droite, elle est quand même assez structurante. Hein, l'orientation, oui. L'orientation est assez structurante quand même au niveau de l'interventionnisme social. Hein. Le lycée d'origine, lycée privé, lycée public, bon là, on a un écart aussi qui est noté, mais moindre. Ce sont des jeunes comme nous, mais ils ont eu moins de chance, 36 contre 40. Le filtre religieux, voilà, celui-ci est intéressant aussi. Ce sont des jeunes comme nous, mais ils ont eu moins de chance. 37% pour ceux qui se déclarent chrétiens et 41% pour ceux qui sont de confession musulmane. Et là où c'est plus intéressant, c'est il faut que la collectivité mette plus de moyens. 41%, 67% pour ceux de confession musulmane, contre 35% pour les chrétiens, finalement. Filtre capital économique et capital culturel. Là, on voit aussi un écart. Ce sont des jeunes comme nous, mais ils ont eu moins de chance. 43 contre 36. Alors, comment interpréter ce résultat ? Alors, une piste, c'est que finalement, ceux qui sont d'un milieu, on va dire, vraiment favorisé ou très favorisé, avec des parents qui ont un niveau d'études Bac plus 5 et plus, considèrent que eux ont peut-être de la chance et que les autres n'en ont pas. Alors, c'est intéressant, c'est aussi leur perception de comment ils vont se situer dans le monde social par rapport à des individus d'une même génération. Donc on voit quand même une certaine forme de conscience du social, ce qui est intéressant. Pour le capital économique, là aussi, on voit un écart. Ceux qui sont très aisés considèrent que les racailles, entre guillemets, ont eu moins de chance que ceux qui sont d'un milieu plutôt moyen, modeste. Alors voilà, j'ai terminé pour cette rapide présentation des différents filtres appliqués à seulement 5 questions. Voilà. Je te repasse la parole. Oui, quelques minutes. Bon, on pouvait aussi voir, je complète juste 1 ou 2 points qui n'ont pas été abordés là. Par exemple, la limitation des écarts salariaux. Il faut limiter les écarts salariaux ou bien
les écarts salariaux contribuent à la dynamique de l'économie, donc vision négative ou positive des écarts salariaux. Si je prends le filtre religieux, les sans religion disent à 65% qu'il faudrait limiter les écarts salariaux. Et les musulmans à 60%. Par contre, ceux qui se déclarent chrétiens à 51% seulement. Bon. Autre chose tout à fait intéressant, on leur avait demandé... et ça, on leur avait demandé s'il y a une menace pour vous, votre personne, où vous vous sentez en insécurité, sur qui pensez pouvoir compter le plus. Alors la police, votre famille, des gens avec qui vous avez des convictions communes, ou bien vos amis. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que les chrétiens disent davantage la police, donc ils sont 47%. Les musulmans disent la famille à 54%. Bon, alors que les chrétiens sont 45% à dire la famille. Et par contre, ceux qui sont sans religion, qui sont un tiers, un gros tiers de la promotion, disent la police 36%, mais surtout, ce qui nous frappe d'ailleurs, c'est qu'ils sont 11% à dire sur nos amis, alors que les autres ne sont que 5%. Donc on sent que, au fond, quand les gens se déclarent sans religion, finalement, ils ont peut-être des relations plus électives que quand ils sont inscrits dans une appartenance, une orientation. Alors, bon, on va laisser un peu de temps au débat. Je voudrais juste terminer. Il se trouve, je rajoute trois choses rapidement. La première, c'est que donc on a prolongé cette enquête l'année d'après. Donc avec des étudiants de Master 2, on a Master Développement Durable, on a fait 25 entretiens non directifs auprès de la cohorte suivante, avec un échantillon tiré de manière complètement aléatoire. On a fait une analyse de cela, donc je n'ai pas vraiment le temps de la présenter ici, mais qui prolonge tout ce qu'on vous a dit. Donc on les avait interrogés sur justement la famille, sur la notion de règles et d'autorité, sur l'environnement, sur l'économie. Il a été intéressant de mettre ça en rapport avec les entretiens qui ont été faits par l'équipe de Jacqueline Palmade en 1993. Et il y a un matériel extrêmement riche. L'enquête de 1993, d'ailleurs, n'a eu aucun retentissement dans Dauphine, alors qu'elle est tout à fait remarquable, parce qu'il y a aussi énormément d'analyses multifactorielles faites par Jacqueline Palmade. Les entretiens extrêmement bien menés, parce que Madame Palmade était une psychosociologue, et donc elle avait donné comme orientation, notamment, elle demandait aux gens qu'elle interviewait de se projeter sur des tests, en plus du récit de vie. Enfin, voilà. Donc on a un matériau très, très riche, qui est aux archives ici à Dauphine, qui est en plus un matériau, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils sont tapés à la machine, des entretiens qui font 50 pages, qui sont tous corrigés à la main, au moindre chose. Et quand on les compare, mais en perspective, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de continuité entre les deux cohortes, entre la cohorte de 93 et celle de 2016. Et ça irait dans le sens de ce que, disons, sur le plan théorique, on s'est pas mal appuyé sur des travaux entre autres, notamment des propositions faites par Coleman aux États-Unis, qui est un des penseurs de la société adolescente dans les années 60, et par Boudon, dans son petit ouvrage Déclin de la morale, déclin des valeurs, où Boudon dit voilà, il y a des lieux communs, on dit que chez les jeunes, il y a un déclin de la morale et des valeurs. Et en fait, je vais vous montrer que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais plutôt en termes de continuité, à mesure que progresse notamment l'éducation. Et on pourrait constater ça. Et notamment, je cite une chose, il dit, voilà, je le cite ici, il dit l'augmentation du niveau d'instruction dans nos sociétés produit peut-être une élévation du sens de la complexité, du réalisme, de l'esprit critique. Bon, c'est un peu des choses qu'on peut constater. Par ailleurs, quand on a fait ce questionnaire, avant de le passer, on avait contacté quelques étudiants, non pas pour leur faire passer, mais certains, mais pour leur faire lire des étudiants d'accord d'avant. Donc qu'on avait eu les uns et les autres, qu'on connaissait, donc on les a réunis par petits groupes de 2 ou 3, on leur a dit écoutez, vous prenez une demi-heure pour le questionnaire et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Moi, les retours que j'avais eus, c'était c'est tout à fait ça, ce sont les questions dont on parle avec nos amis.
Bon, donc on s'était dit on peut y aller parce que voilà, ça leur parle, quoi. C'est pas des questions. Le style des questions était volontairement fait pour accrocher les gens. Alors pour terminer, juste de dire que voilà, peut-être qu'il faut interroger la notion de génération, c'est-à-dire que la notion de génération, on peut soit la voir comme une strate qui s'oppose aux autres, soit au contraire en termes de filiation, hein, d'engendrement en génération. Alors c'est plutôt ça qui nous a, disons, qui nous a accrochés. Bon, plus que l'idée d'une identité jeune, entre guillemets, bon. On a vu aussi que les variables les plus pesantes sont pas celles qu'on attendait forcément. Alors il y en a une qui demeure, c'est l'origine sociale. Par contre, la variable sexe ou genre, comme on dit maintenant, est peu opérante par rapport à la variable, par exemple, religion. Et donc, ce qui nous a, on pourrait le résumer en disant que par rapport aux tendances de la société moderne avancée, bon, on voit une relation de participation critique à ces tendances. Hein. Donc on participe, mais on est critique. Hein. Une permanence du sens moral, mais qui évolue, qui est réflexif davantage. J'avais mis, moi, coexistence de la liberté et de la morale. Bon. Et puis, et je termine là-dessus, une réelle politisation en réalité. On voit beaucoup de jeunesse dépolitisée. En fait, il y a une forte sensibilité aux enjeux politiques, mais qui ne se verbalise pas de la manière qu'on pouvait attendre. Donc, c'est pas pour autant une dépolitisation. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que maintenant, on va vous laisser nous poser les questions que vous voulez. Des questions ? Bonjour, bravo pour ce travail très, très impressionnant et instructif, c'est assez rare. Premièrement, le fait que la cohorte actuelle, vous lui fassiez lire la précédente de 93, est-ce que ça n'introduit pas un biais parce qu'ils vont être... On ne leur a pas fait lire, c'est nous qui avons lu. Vous avez lu ? Non, oui, avec les... Dans quel propos ? Non, mais nous, on a relu la cohorte 93. À vous, oui. À la cohorte actuelle. Ah non, à vous. Vous. Mais pas à vos étudiants. Non, non, non. Ah non, donc vous n'avez pas introduit un biais. Non, non, pas du tout, vous jamais. Vous n'avez pas influencé. Jamais. Ok, d'accord. 650 sur les L2, ça c'est l'étendre à l'ensemble des étudiants. Alors, peut-être pas les L1, mais les L3, M1, M2, c'est trop complexe au niveau, pour vous, trop de travail au niveau logistique, de manière à avoir, bon, il n'y en a pas 650, il y en a 566, pour avoir peut-être des éléments plus fiables. Donc ça, c'est une première piste. Et puis d'autre part, est-ce que d'autres universités, établissements, ont fait quelque chose de similaire? Alors vous, c'était il y a 3 ans, et vous avez pu... échanger avec d'autres universitaires, partager. Vous nous avez fait parler des Allemands qui ont trouvé quelques points de similitude. Donc c'est le genre d'interrogation que je me pose. Vous répondez sur la cohorte, sur l'échantillon. Alors, sur le fait de mélanger plusieurs années, les étudiants, ils sont quand même, ils évoluent vite. C'est-à-dire qu'entre la deuxième année et en plus, avec cette espèce de fond culturel du cours de GEC et ce qui se pose comme question en 3e année, voire en master, je pense que c'est quand même assez hétérogène. Donc l'idée, c'était l'homogénéité, pour avoir une image un peu fiable. Voilà. Après, sur comparaison avec d'autres universités, là, je ne sais pas très bien à quoi répondre. Alors, par contre, si je te permets, je dis un mot. Si on prend l'enquête de Biécharton, là, qui était donc 3 ans avant la nôtre, qui avait eu 2 volets, enfin, elle a été faite en même temps, mais elle a eu une partie qui a été passée dans nos cours. Donc sur la cohorte, l'échantillon était un petit peu moins fort que ce qu'on a eu. Non, on a eu notre cohorte, et il y a eu, après, il a fait aussi l'ensemble de Dauphine. Mais ce n'est pas les mêmes conditions de passation, parce que pour le reste de Dauphine, les gens étaient invités à se connecter où ils voulaient. Nous, on l'a fait dans les classes. Bon, et on a eu les résultats, l'extraction des résultats de la 2e année. Alors, on voyait quelques tendances qui sont un petit peu accentuées en 2e année par rapport à la généralité de Dauphine. Donc, voilà, c'était bien d'isoler. Pardon ? Dans quel sens, alors, il y avait notamment curieusement, on n'a pas amené les tableaux ici, mais sur, par exemple, la famille.
Voilà, il y avait un attachement plus fort à la famille, des choses comme ça. Bon, peut-être sur l'économie, il y avait un conservatisme légèrement plus poussé, enfin très légèrement. Bon, voilà. Alors, oui, enfin moi je pense que quand même dans l'enquête Biet-Charton, ce qui était clair, c'est que c'était un peu comme on a dit, faire sortir l'ADN de Dauphine. C'était quand même une commande de la présidence et du CEVU. Donc ça ne répond pas exactement aux mêmes objectifs. Voilà. Il y a un petit biais, on va dire. Mais elle nous a servi quand même pour faire nos questionnaires. Après, d'un point de vue technique, on aurait pu le faire passer à beaucoup plus d'étudiants. Mais on a voulu effectivement saisir juste une année pour avoir un point de comparaison avec l'enquête de M. Biet-Charton sur certains aspects. Mais surtout, on voulait retenir quelque chose où on pouvait faire une condition de passation correcte. C'est-à-dire d'un point encadré sociologiquement. Parce que si je vous dis, vous le remplissez chez vous n'importe quand, n'importe qui peut le remplir, après tout. Hein. Alors que là, on ouvrait, on fermait l'enquête à des moments précis. Et on pouvait contrôler aussi qui se connectait. C'est-à-dire qu'on pouvait voir qu'effectivement, s'il y a un flot de connexion à 9h22 et qu'on est devant les étudiants, ce sont les nôtres. Et ça, c'était aussi important. Après, au niveau du taux, on est à 566 sur combien ils sont 650, bon, c'est quand même pas mal. L'enquête de M. Biet-Charton a été faite sur tout Dauphine, mais c'est un pourcentage qui était à combien? Oui, même pas 10%. Sauf ce qu'on a fait en L2. Voilà. On avait eu 57% en L2. Sur le volet en L2, 57%, alors que là, on doit être à plus de 85% quand même pour avoir une image. Mais d'un point de vue technique, on pourrait le faire passer à 4000 personnes ou 5000, hein, sans aucun problème. Voilà. Voilà, après, ce serait... Voilà. Voilà, et aussi les personnes de la formation continue, parce que le département est actif ici, n'auraient pas du tout la même représentation. Hein, ce serait intéressant de le voir, mais c'est plus du tout la même enjeu de génération en termes de cohorte de naissance finalement. C'est aussi ça qui est intéressant à essayer de saisir cette génération finalement en devenir. D'ailleurs, c'est que des formations initiales là. Oui. Formation continue, formation par non, c'est L2, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Après, il y a des formations, il y a des L2 parcours, mais alors on aurait bien voulu, mais il y a juste un biais, enfin une condition, qui est la condition d'enseignant ici, c'est le droit aux absences. Et quand on calcule en fait le pourcentage d'absence, c'est le droit à l'absence classique. Voilà, donc en fait, on n'aurait pas pu les obliger. Alors, on a fait aussi des annonces, venez, on va faire l'enquête là. Bon, quand même, mais après, il y a eu des fois des absences, des fois un petit peu stratégiques des étudiants, on peut en perdre 7-8 le jour de la passation, bah, bien sûr. Mais ceux qui étaient là l'ont fait avec enthousiasme. Et ça, c'est Claudine qui l'avait mentionné justement dans des conditions. Bon, ils étaient intéressés, et quand des fois on leur présente en cours quelques résultats, juste un tri à plat. Moi, j'ai fait le test, il faut ouvrir davantage Dauphine ou pas. 81-19, je leur ai pas dit que c'était une question de l'enquête génération. Je leur ai dit, je vous pose la question au niveau de l'université, si on a traité du thème de l'université. J'ai écrit la question au tableau. Bon, ils sont très réactifs. Je dis, vous prenez un papier, vous mettez la réponse. On a dépouillé 81-19. Cette année. Alors, c'est sur un groupe. Vous allez me dire, c'est pas... Est-ce qu'il faut ouvrir davantage Dauphine ou il faut maintenir une sélection rigoureuse? Voilà, c'est celle-ci. Eh bien, 81-19 en résultat. Alors, après qu'on ait dépouillé, j'ai affiché la slide. Et je fais ça, c'était vous, il y a 3 ans. 2-3 ans. Et là, c'était qu'un groupe, il aurait fallu le faire, mais ça les a quand même saisis. C'était assez intéressant de pratiquer l'expérimentation sociologique, de dire voilà, la sociologie explique des régularités, en voilà une. Bon, maintenant, elle explique aussi des différences, ce qu'on a essayé de vous expliquer aujourd'hui. Et pourquoi une fenêtre de tir de 15 jours si je trouve courte? Ou alors il répond tout de suite, ça ne part pas plus d'ouvrir à 3 semaines ou 1 mois? Non, mais c'était en raison de leur emploi du temps avec les CC, les examens, etc., qu'on a voulu faire passer tout le monde au même moment. Sachant qu'après... Il ne faut pas qu'ils communiquent entre eux sur des questions, etc. Effet de surprise, de concentration, voilà. Donc c'est des conditions plus fiables, quoi. Communiquer entre eux. Oui. Oui, dire tiens, qu'est-ce que tu as dit toi? Bon, après s'il n'a pas encore fait, voilà, bon, donc non, voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire, parce que vous dites qu'ils sont beaucoup plus politiques qu'il paraît, qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Oui, qu'il y a une sensibilité aux enjeux politiques avec un sociéto-politique, mais enfin avec la dimension politique, quand on parle des écarts salariaux qu'il faudrait limiter ou pas, l'accroissement des fiscalités pour l'environnement, la sécurité sociale à qui devrait être réservée, est-ce que on n'a pas présenté ça aux plus nécessiteux ou à ceux qui contribuent. Bon, là c'est quand même des enjeux. On leur a demandé aussi, par exemple, pour leur géopolitique, on avait présenté une liste de pays. Donc Chine, pays arabes, États-Unis, l'Allemagne. Et pour chacun de ces pays, quel sentiment ça vous inspire? Admiration, curiosité, peur, rejet? Bon, surtout pas ça, voilà. Et on a posé la même question pour quelques grandes entreprises. On a mis Coca-Cola, Google, etc. Bon, voilà. Donc. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Vous pouvez commenter le Sciences Po versus Dauphine, Dauphine versus HEC, les réponses. Alors, vas-y Claudine. C'est dans lequel c'est chiffre enquête, je crois, c'est ça? C'est au début. Les étudiants sont très attachés à leur université, ils l'ont choisi. Ouais. Et donc ça ressort dans les enquêtes. Ils sont contents d'être là. C'est là. Ça va avec fermeture. Moi je suis rentrée, c'est quelque chose de bien. Et donc derrière moi, pas tout le monde, quoi. Fermons. Ouais. Donc ceux qui méritent sont là. Donc oui, ils valorisent leur établissement. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Sciences Po, c'est un peu autre chose aussi, c'est que ça s'est fait dans un contexte, tu pourras donner les résultats ensuite, un contexte aussi où, depuis quelques années, bon, la présidence de Dauphine, en tout cas, la présidence de Laurent Batch, hein, avait fait de Sciences Po, enfin, son challenger, en disant c'est nous, maintenant, nous sommes à équivalence sur le plan, on se ressemble en termes d'effectifs, voilà, simplement on a moins de financement qu'eux. Bon. Par ailleurs, il y avait un clivage traditionnel. Sciences Po, c'est l'école de la politique et de l'administration. Dauphine, c'est l'école des entreprises. Et ce clivage s'est beaucoup redistribué depuis quelques années, puisqu'on a ouvert à Dauphine des masters d'affaires publiques ou de politique publique, et qu'à Sciences Po, on s'est orienté vers le management. Donc, ça s'est un peu brouillé. Et donc là, ils avaient cette idée que voilà, ils sont au moins égaux à Sciences Po, quoi. C'est ça, bon. Voilà. Même si dans leur représentation, on voit surtout depuis quelques années qu'ils parlent quand même beaucoup de Sciences Po, et on leur fait beaucoup de lettres de recommandation pour qu'ils entrent à Sciences Po. Donc quand même parmi les très bons étudiants. Alors là aussi c'est intéressant parce que dans un TD j'ai voulu illustrer la notion de frontière, et là ils ont dit quand on fait pas Sciences Po, je fais qu'est-ce que vous faites? Dauphine, monsieur. Bon, donc là, vous voyez, ça peut relativiser aussi dans leur représentation l'aspect écart. Donc là, c'est assez intéressant ce résultat, peut-être à re-questionner qualitativement pour voir un petit peu dans leur représentation si c'est autant figé que ça. Même s'il y a quand même une volonté d'identification à Dauphine et au parcours que ça leur permet d'avoir par la suite, je pense. Par rapport à 93, alors au niveau de l'étude 93, au niveau du qualitatif, c'est que dans les entretiens de 93, je vous dis qu'ils sont vraiment faits de manière, je trouve absolument remarquable. Ils étaient très nombreux à dire que la réputation de Dauphine était usurpée. Bon, ils le disent plus ça maintenant. Bon, mais ils le disaient beaucoup. Ils disaient au fond, on a des cours qui ne sont pas très bons. Dauphine vit sur sa réputation, etc. Bon, donc voilà. Donc ça, c'est une évolution, voilà. Bon. Donc pour Dauphine, ok, nous avons compris le côté compétitif, concurrent, et côté HSC avec le système de prépa avant d'entrer, donc il y a 2 ans de prépa, et ensuite on rentre dans l'école HSC qui est la top du classement, donc vous mettez l'une des top 6, et on ne parle pas des ESSEC, ESCP, École de management de Lyon, et donc Dauphine est... ESSEC c'est le top 6, ESSEC et ESCP c'est le top 6. Ouais, top 6, et là, donc Dauphine, positionnement, là encore, on se compare au meilleur, à la meilleure école, à moitié-moitié, ça vous inspire quoi? Enfin, ils sont un peu plus modestes que par rapport à Sciences Po, là, voilà. Bon. Par ailleurs, prépa, oui, en sachant qu'on a quand même beaucoup d'étudiants ici qui ont pu être admis en prépa, mais qui en fait ne veulent pas l'ambiance prépa, qui préfèrent l'ambiance université. Il y a ça aussi.
Mais des gens qui auraient pu tout à fait aller en prépa, ou même parfois qui ont été pris en prépa et qui finalement ont pris Dauphine.